Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 octobre 2025 et notre ami John Kiriakou est de retour parmi nous. Bon retour, John. Menaris before. Ravi te voir. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton J'aime et suivez John, s'il vous plaît. Les liens vers ses chaînes YouTube se trouvent dans la description. John, pouvez-vous nous dire les noms de ces chaînes YouTube qu'ils peuvent y trouver? Bien sûr, bien sûr. Le plus important des deux s'appelle Deep Focus avec John Kiriakou. Nous avons le même genre de conversation que toi et moi. Et l'autre s'appelle The Deep Program Show. C'est avec John Kiriakou et Ted Rowe. Nous faisons ça chaque matin et nous parlons de l'actualité du jour. Parfait, merci. John, permettez-moi de commencer par la situation actuelle entre les États-Unis, l'Occident et la Russie. Nous avons appris de Reuters qu'ils discutent d'un nouveau paquet de sanctions à imposer à la Russie d'ici la fin du mois, si je ne me trompe pas. Il a été présenté il y a 3 jours. Les principales cibles de ces sanctions sont l'infrastructure pétrolière et le système bancaire de la Russie, le secteur qui relie les banques russes aux autres pays. Et Zelensky pousse pour une déconnexion totale de la Russie du dollar. Ce que nous avions appris il y a 5 ou 6 mois du président russe, c'est qu'ils avaient réduit leur dépendance au dollar de 54% à 13%. Et voici ce que Donald Trump a dit à propos des nouvelles sanctions et de ce qu'il en pense. Poutine a essentiellement déclaré aujourd'hui que la Russie est immunisée contre les sanctions américaines. Il a affirmé qu'elle n'aurait aucun impact sérieux sur l'économie russe. A-t-il tort? Je suis content qu'il sente cela. C'est bien, je te tiendrai au courant dans 6 mois. D'accord, voyons comment tout cela se passe. John, quelqu'un Pete Hegseth, s'il te plaît, ici. La réaction ne les affectera pas de manière significative. Je suis content qu'il ressente cela. C'est bien. Je te tiendrai au courant. D'accord, voyons comment tout cela se passe. Ouais, c'est quelque chose. Oui. Quel est ton avis? Quelle est ta compréhension de ce genre de comportement étrange? C'est tellement bizarre. Je ne sais pas si nous avons une véritable explication à cela. Quel est ton point de vue sur ce qui se passe? Tu sais, il me semble, Nima, que c'est comme une administration sans politique. Et pire encore, c'est une administration sans idée de ce que la politique devrait être. Soit on est néoconservateur, soit on ne l'est pas. Soit on est MAGA, America First, l'un ou l'autre. Cette question des sanctions, c'est comme si l'administration ne comprenait pas vraiment que les sanctions ont de moins en moins d'effet à chaque fois qu'on les utilise. Par exemple, immédiatement après l'invasion russe de l'Ukraine, nous avons imposé des sanctions à la Russie dans l'idée de paralyser le rouble et de provoquer une telle catastrophe économique que les Russes devraient se retirer. Eh bien, depuis l'invasion et les sanctions, le rouble a augmenté de 40% par rapport au dollar. Les Russes se sont tournés vers les Chinois. Les Chinois ont développé leur propre système SWIFT, de sorte que ces transactions bancaires ne passent plus par New York, elles passent par Shanghai, ce qui rend les Russes immunisés contre les sanctions financières américaines. Nous avons imposé des sanctions à d'autres pays, au point que ces sanctions n'ont plus aucun effet. Les sanctions ne fonctionnent pas. Ce matin même, nous avons sanctionné le président Petro de Colombie et sa famille simplement parce qu'il a dit quelque chose qui a mis Donald Trump en colère. C'est tout. Et maintenant, nous avons des sanctions contre l'un de nos plus proches alliés de l'hémisphère occidental. Cela n'a aucun sens. Nous nous préparons à sanctionner le Canada. Nous nous préparons à sanctionner l'Irlande. Tout cela n'a plus aucun sens.
None of this makes any sense anymore. I've long been opposed to sanctions. Je me suis toujours opposé aux sanctions en tant qu'arme de politique étrangère. Regardez l'Iran comme autre exemple, et pardonnez-moi si je me répète, mais nous avons imposé des sanctions à l'Iran depuis 47 ans. 47 ans. Pourtant, si vous allez en Iran, et j'ai des amis qui s'y trouvent en ce moment, vous verrez que la vie quotidienne dans les rues est tout à fait normale. Pourquoi? Parce que les Iraniens entretiennent de solides relations économiques avec la Russie, la Chine et l'Inde. L'Iran est désormais membre des BRICS. Ils n'ont pas besoin des États-Unis. Et comme ils ont été si lourdement sanctionnés par les États-Unis pendant tant d'années, ils ont eu des décennies pour contourner ces sanctions. Il me semble qu'à chaque fois que les États-Unis imposent des sanctions à un pays, cela nous affaiblit un peu plus. Cela me rappelle Donald Trump avant son élection aux États-Unis. Il disait la même chose. Pourquoi devons-nous imposer des sanctions à l'Iran et à la Russie? Cela ne ferait que nous nuire. Et vous voyez, Donald Trump est totalement différent de ce qu'il était auparavant. Et qui sont ces gens, John? Je pense que tu sais qu'il existe une vidéo où Poutine a dit qu'après chaque élection, peu importe, républicain ou démocrate, des hommes en costume sombre arrivent et leur présentent le plan. C'est le plan. Qui sont ces gens? Eh bien, je pense que les plus évidents sont les membres républicains du Sénat des États-Unis. Nous pouvons bien sûr parler de l'État profond. Mais en termes de politique et d'élaboration des politiques, les personnes qui ont le plus d'effet, le plus d'impact, la plus grande influence sur Donald Trump sont les membres républicains du Sénat des États-Unis. Parce que, tout comme les membres de l'État profond, ils ne vont nulle part, à moins bien sûr que nous réalisions 96% de nos membres du Congrès, 88% du Sénat, 87% de la Chambre. 98% of the Senate, 96% of the House. Et donc, ces sénateurs seront encore là bien après le départ de Donald Trump. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de réimposer une politique étrangère néoconservatrice à la Maison-Blanche et au département d'État. Alors qu'ils ont échoué pendant la première administration Trump, ils réussissent en grande partie aujourd'hui. Tout à coup, Donald Trump fait des choses qui devraient mettre les républicains MAGA en colère. Au lieu de cela, c'est simplement la politique étrangère républicaine traditionnelle qui revient discrètement. Et c'est, je pense, à cause des sénateurs républicains. Ces républicains que vous avez mentionnés, on dirait que vous parlez de personnes comme Lindsey Graham et Ted Cruz. Comment diable Donald Trump pourrait-il se ranger de leur côté contre... Enfin, vous vous souvenez, pendant le Russia Gate, très peu de républicains ont soutenu Donald Trump, très peu. Et l'un d'eux, l'un des plus fervents, c'était Rand Paul. Il a tout fait pour soutenir Donald Trump. Mais maintenant, Donald Trump se retourne contre lui. Il l'attaque, tout simplement. Les gens dans le Kentucky disent, « Vous savez, ne votez pas pour lui. Retirez-le du Congrès. » Quelle est la nature de cette relation? Parce que, d'après ce que je comprends de Donald Trump, toute personne qui semble lui être favorable obtient son soutien. Mais ce n'est pas le cas avec Rand Paul. Ce n'est pas le cas non plus avec des gens comme Tucker Carlson. Alors, qui décide de ce genre de politique? Ce n'est pas personnel, c'est au-delà de ça. Who decides about this sort of policy? It's not personal, it's beyond that. It is, it's beyond that. And isn't it interesting? C'est vrai, c'est même plus que ça. Et n'est-ce pas intéressant que ce ne soit que maintenant que tant de républicains, surtout les républicains conservateurs, se sentent suffisamment à l'aise ou en sécurité pour commencer à exprimer leur désaccord avec Donald Trump sur la politique américaine envers Israël, par exemple. En réalité, c'est Tucker Carlson qui a mené ce combat. C'est rafraîchissant, mais je pense que nous allons en voir davantage après les élections de mi-mandat. Parce que Donald Trump, voilà le fond du problème.
Donald Trump est un président en fin de mandat. Il ne peut plus se présenter à la présidence. C'est fini pour lui. La Constitution est très claire. Il ne peut pas se représenter. Et beaucoup de républicains pensent qu'une fois Donald Trump sorti de la scène, le Parti républicain reviendra à la politique néoconservatrice qu'il a suivie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Lindsey Graham va redevenir l'ancien Lindsey Graham, aussi terrible que cela puisse paraître. Ted Cruz va recommencer à parler d'envahir d'autres pays, comme il le faisait tout le temps avant. Et toutes ces personnes qui craignaient que Donald Trump ne compromette leurs chances de réélection, ne disent quelque chose de méchant à leur sujet, ou ne soutiennent un adversaire lors d'une primaire contre eux, ils vont tous revenir à la situation d'avant, se sentir libres de critiquer, même de critiquer Donald Trump. Ils attendent simplement leur heure. Une fois qu'ils auront passé la prochaine élection, qui aura lieu dans un an, enfin dans un an et une semaine, Donald Trump ne sera plus qu'un souvenir. Même Barack Obama, qui était bien plus populaire que Donald Trump, avait compris qu'il avait essentiellement terminé sa présidence après la 6e année. Pensez-vous que la situation avec la Russie pourrait conduire à de nouvelles escalades? Parce que dans cette nouvelle série de sanctions, dans ce nouveau paquet, on parle de frapper l'infrastructure pétrolière russe. Ils ont été attaqués physiquement par les Ukrainiens. Et nous savons que lorsqu'on parle des Ukrainiens, il faut considérer que les cibles et les renseignements provenaient des États-Unis et des Britanniques. Donc, ils les ont attaqués physiquement. Et maintenant, ils essayent de les sanctionner. Deux types d'attaques différents contre leur infrastructure pétrolière. Qu'est-ce que cela signifie? Pensez-vous que nous nous dirigeons vers de nouvelles escalades? Oui, et je vais vous dire pourquoi. Outre le fait que les néoconservateurs sont en train de se réaffirmer, j'ai parlé au cours des 2 dernières semaines avec certains des dirigeants et penseurs les plus importants dans le domaine des études russes ici à Washington. Le président du département d'histoire de l'American University, un expert de la Russie, et le fondateur du programme d'études nucléaires, par exemple. Tous ces experts à qui j'ai parlé disent la même chose. Ce qui est remarquable, ils le disent indépendamment les uns des autres. Et c'est que la guerre est essentiellement terminée. La Russie a gagné. Les Russes, bien qu'ils avancent lentement, continuent d'avancer. Et chaque jour, l'Ukraine perd un peu plus de territoire. Ainsi, il n'est pas dans l'intérêt de la Russie de mettre fin à cette guerre. Pourquoi le voudrait-il? Ils sont en train de gagner. La seule façon de forcer les Russes à s'asseoir à la table des négociations est de les repousser. Et la seule manière de les repousser consiste à utiliser le renseignement américain, britannique, allemand, ainsi que le matériel de l'OTAN que vous fournissez aux Ukrainiens. Si vous ne pouvez pas les repousser physiquement sur le terrain, ce que les Ukrainiens ne peuvent pas faire, et que l'OTAN, bien sûr, ne peut pas envoyer de troupes, car cela constituerait une déclaration de guerre, alors il faut leur faire faire quelque chose d'aussi dangereux. Frapper les infrastructures russes, en particulier les installations pétrolières et gazières. Russian infrastructure, especially oil and gas infrastructure. I think that would be a catastrophic error on the part of. Je pense que ce serait une erreur catastrophique de la part de l'Occident, car cela intensifierait le niveau de violence dans cette guerre. Et je pense qu'il faut alors s'attendre à une certaine forme de riposte russe. Vous savez, pendant la guerre du Vietnam, l'une des plaintes des États-Unis était que les Russes et les Chinois armaient et finançaient le Nord-Vietnam. Eh bien sûr qu'ils le faisaient, parce qu'ils voulaient chasser les États-Unis. Maintenant, si nous continuons à armer et à financer les Ukrainiens, les Russes vont aggraver la situation pour l'Ukraine et pour nous. La seule direction possible est celle de l'escalade, et c'est une très mauvaise chose.
Je pense qu'un des signes réalistes de la situation actuelle, c'est qu'avec l'administration Trump, on ne peut pas vraiment savoir quelle est la politique, ni ce qu'elle sera dans les prochaines 24 heures. Mais en ce qui concerne les Russes, on a constaté une certaine cohérence dans leur discours. Et c'est extrêmement problématique avec ces dernières escalades, car nous voyons Poutine avertir les États-Unis et l'Occident d'une réponse choquante et dévastatrice de la part de la Russie à toute attaque en profondeur sur le territoire russe. Medvedev a également déclaré « Les États-Unis sont notre ennemi ». Oui, Le principal résultat de ces nouvelles sanctions montre à ceux d'entre vous qui se font des illusions sur ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie qu'il faut comprendre que l'ennemi, ce sont les États-Unis. Ce ne sont pas des signes positifs. No. I'm one of these people, Nima, who is Non. eternally optimistic. tu sais, je fais partie de ces gens, Nima, qui sont éternellement optimistes. Et même moi, je ne vois aucune raison d'être optimiste. Une chose à propos de Medvedev aussi. Je parlais justement avec un Russe de lui hier. Ici en Occident, beaucoup de gens pensent que Medvedev est un électron libre, qu'il est un peu fou, toujours sur Twitter. Mais il fait ça exprès. C'est Medvedev qui met en avant la position politique russe publiquement, pour que l'Occident la voie. Il n'est pas simplement assis au bord de son lit à tweeter sur son téléphone. Ce sont ses instructions. C'est lui qui met en circulation les positions politiques russes pendant que Poutine agit de manière plus présidentielle. While Putin acts more presidential. The only thing that gives me La seule chose qui me donne de l'optimisme en ce moment, c'est qu'au moins Trump et Poutine se parlent. Biden et Poutine ne se parlaient pas. Il y a eu un article dans le New York Times au début de la semaine dernière affirmant que même Melania Trump avait décroché la ligne directe et parlé avec Poutine à propos, je ne sais pas, d'une question de droits des femmes. C'est incroyable pour moi. Pouvez-vous imaginer Jill Biden décrocher le téléphone, appeler Poutine et avoir une véritable conversation? Donc au moins, nous avons cela. Au moins, nous avons un dialogue, même si ce dialogue ne nous mène encore nulle part. Vous savez, j'ai beaucoup de désaccords avec de nombreuses politiques de Donald Trump. Mais dans ce cas, vraiment, nous devrions laisser Trump être Trump et essayer de conclure un accord pour mettre fin à cette guerre. To get this war behind us. Le principal enjeu, John, lors de la dernière rencontre entre les deux à Anchorage en Alaska, était qu'ils discutaient d'un cessez-le-feu. Et si tu te souviens, Donald Trump est sorti de la réunion en disant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu, qu'il fallait trouver une solution permanente à la situation. Mais ensuite, il est revenu à la même position qu'avant la réunion. Il parle de nouveau d'un cessez-le-feu immédiat que la Russie n'accepte pas. Ça ne s'arrivera pas. Yeah, you're right. Et l'autre point, John, quand il y a une sorte de chaos dans la communication que vous avez avec votre homologue, en l'occurrence la Russie, il se passe beaucoup de choses en coulisses. Si quelque chose comme ce qui est arrivé aux bombardiers nucléaires russes devait se produire à cause du renseignement britannique ou polonais, comment pouvez-vous contrôler cela? Quelqu'un dans l'administration Trump s'en préoccupe-t-il, à votre avis? Cela pourrait-il arriver, ou bien cela leur est-il simplement indifférent? Alors que ferait la Russie? La dernière fois que nous l'avons fait, elle n'a pas réagi. Elle n'a rien fait. C'était une attaque terroriste. Mais vous savez, la Russie, ce qui me semble du côté russe, fait preuve d'une grande patience. Mais il arrive un moment où cela devient explosif. La même chose s'est produite avec l'Ukraine, John. De 2014 jusqu'en 2022, ils ont essayé d'être patients, de négocier. On en est arrivé à un point où il n'y avait plus de raison de négocier avec l'Occident. Allons nous battre. C'est extrêmement préoccupant, à mon avis. Yeah. I agree with you.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, cela m'a vraiment fait rire. Rire au point que j'ai éclaté de rire en lisant l'article dans le Washington Post. Nous voilà, en désaccord avec les Russes presque tous les jours. Et c'est là la une. Nous ne sommes pas d'accord sur les transferts d'armes aux Ukrainiens. Nous ne sommes pas d'accord sur l'utilisation des drones. Nous ne sommes pas d'accord sur ceci. Nous ne sommes pas d'accord sur cela. Les Russes envoient un bombardier dans l'espace aérien américain, puis ils disent qu'ils sont en pourparlers avec les États-Unis pour construire un pont reliant la Russie à l'Alaska. Et il va s'appeler le pont Poutine-Trump. C'est comme, de quoi parlez-vous? Il n'y aura jamais de pont reliant la Russie et l'Alaska. Pourquoi dire une chose pareille? Eh bien, ils lancent ce genre d'idée parce qu'ils veulent que les gens comprennent que, même si les gros titres sont mauvais, au moins, on continue à discuter. Cela dit, Marco Rubio, je ne suis pas fan de Marco Rubio. Je ne l'ai jamais été. Marco Rubio est un néoconservateur républicain typique, et cela tient en grande partie à son parcours personnel. Sa famille a fui Cuba. Il est farouchement anticommuniste. Beaucoup de républicains pensent encore que les Russes sont des communistes. Aussi fou que cela puisse paraître, beaucoup d'entre eux le croient encore. Et maintenant, non seulement Rubio est secrétaire d'État, mais il est aussi conseiller à la sécurité nationale. Et il a traditionnellement et constamment montré de la faiblesse face à Donald Trump. Vous vous souvenez peut-être des débats de 2016, lorsque Trump l'a surnommé « Little Marco Rubio » et a déclaré publiquement, lors du premier débat, que Rubio avait tellement peur de l'affronter qu'il se tenait dans une flaque de sa propre pisse. Eh bien, quel respect y a-t-il dans une telle déclaration? Je pense que Rubio a peur de Trump. Ce que nous voyons en ce moment, c'est une politique étrangère de Trump, façonnée non pas par Rubio et son idéologie, mais par l'idéologie des anciens collègues de Rubio au Sénat. C'est la politique étrangère républicaine traditionnelle imposée à Trump par l'intermédiaire de Rubio. John, creusons un peu plus profondément dans l'administration Trump en ce qui concerne les renseignements qu'il reçoit. Parce que nous, je ne sais pas s'il essaie de dire quelque chose de différent de ce qu'il entend, ou s'il reçoit littéralement, vous savez, de fausses informations. Je me souviens que lorsque nous avons appris que Tulsi Gabbard allait faire partie de l'administration, nous étions très optimistes, pensant qu'elle allait changer le ton à Washington. Mais jusqu'à présent, qui est le cerveau derrière les renseignements qui parviennent à Donald Trump, à l'administration Trump, à Trump lui-même? Est-ce Tulsi Gabbard? Cela ne me semble pas être le cas. Car en repensant à ce qui s'est passé avec la question de l'Iran, quand Tulsi Gabbard a dit qu'il n'y avait aucun signe, aucune preuve que l'Iran allait au-delà du programme pacifique qu'il menait, ils ne se sont pas lancés dans la fabrication de bombes nucléaires. Nous n'avons aucun signe qui nous permette de dire cela. Mais Donald Trump a dit qu'il se moquait de ce que Tulsi Gabbard avait dit. Il a sa propre opinion. D'accord. Il ne me semble pas qu'il ait sa propre opinion. Quelqu'un lui fournit des informations. Qui est-ce? Je pense que tu as raison. En fait, je sais que tu as raison, parce que lorsque Donald Trump a commandé une estimation nationale du renseignement sur le Russiagate, qu'il appelle le canular du Russiagate, je suis d'accord, c'est un canular. Et la CIA a rédigé un rapport disant, tu sais, voici ce que nous avons trouvé. Il a littéralement renvoyé tous ceux qui avaient eu quelque chose à voir avec ce rapport. Maintenant, la CIA est différente du reste du gouvernement fédéral, car elle ne bénéficie pas des mêmes protections prévues par la loi sur la fonction publique que le reste du gouvernement. À la CIA, on nous dit tout le temps que nous servons à la discrétion du président.
Et donc, si le président n'aime pas votre visage ou votre cravate, il peut vous renvoyer et vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas aller voir le syndicat. Vous ne pouvez pas vous adresser au Merit Systems Protection Board pour demander une seconde chance. Vous êtes dehors. Ils prennent votre badge, vous raccompagnent jusqu'à votre voiture et vous partez sans jamais revenir. Ainsi, nous savons, du moins dans cet exemple, qu'il obtenait ses renseignements de Tulsi Gabbard et il détestait cela. Il détestait ce que ces renseignements révélaient. Fait intéressant, les informations qui vont de la CIA à Donald Trump ne passent pas tant par Tulsi Gabbard que par John Ratcliffe. Mais jusqu'à présent, John Ratcliffe a été épargné. But John Ratcliffe has been immune so far. One of the things that I heard recently is John Ratcliffe. Une des choses que j'ai entendues récemment concerne John Ratcliffe. Et qu'est-ce qui au monde pourrait le pousser à faire une telle chose? J'ai entendu dire que Ratcliffe consultait John Brennan au sujet des renseignements à transmettre au président. Pourquoi, au nom de Dieu, consulter quelqu'un comme John Brennan, alors que le président le déteste plus que quiconque en Amérique et cherche activement à le poursuivre? Vous voyez, c'est ça, l'état profond. C'est cette masse informe qui ne va nulle part, ne change jamais, et sait que Donald Trump ne sera président que pour encore 3 ans. Donc ils peuvent simplement attendre qu'il parte. Je pense qu'il obtient ses informations de plusieurs sources différentes. Je pense qu'il les reçoit de la communauté du renseignement, que ce soit du DNI ou de la CIA. Je pense aussi qu'il les tire de Fox News, et peut-être de Newsmax, mais très probablement de Fox News. Et je pense que les personnes proches de lui murmurent à l'oreille ce qu'elles savent qu'il veut entendre. C'est ainsi qu'il élabore sa politique. C'est pourquoi nous voyons cette politique changer constamment de direction. Quelle est notre politique vis-à-vis de la Chine? Je pourrais te donner 10 réponses différentes, et aucune n'aurait de lien avec les autres, car elles changent tout le temps. Elles changent en fonction de ce que la dernière personne a murmuré à l'oreille de Donald Trump et de ce qu'il a vu sur Fox News. Comment évaluez-vous le rôle de Stephen Miller? Oh, je pense que Stephen Miller est très important dans cette administration. Et vous savez, c'est un Stephen Miller différent de celui que nous avons vu pendant la première administration Trump. Lors de la première administration Trump, Stephen Miller passait tout le temps à la télévision, n'est-ce pas? Tout le temps. Eh bien, nous savons que Stephen Miller est l'architecte de la politique d'immigration. Il est l'architecte de la politique frontalière. Il est l'architecte de la politique envers Israël. Pourtant, il ne s'exprime plus publiquement. Il est passé à la télévision l'autre jour, et je ne l'ai même pas reconnu. Il habite dans la même ville que moi, Arlington, en Virginie, et la semaine dernière, il a vendu sa maison et a déménagé. Nous ne savons pas où, car des manifestants pro-immigration défilaient devant sa maison et écrivaient des messages à la craie sur le trottoir. Il a donc littéralement vendu sa maison et déménagé. C'est un Stephen Miller différent, un Stephen Miller discret, réservé, qui élabore les politiques dans les coulisses, là où le reste d'entre nous n'est pas censé voir comment la politique se fabrique. John, comment voyez-vous le lien entre les services de renseignement britanniques et la CIA? Se coordonnent-ils sur ce qu'ils veulent faire, par exemple en Ukraine, avec les États-Unis, ou disposent-ils d'une certaine indépendance dans leurs actions? Oh non, ils se coordonnent de manière très étroite. En fait, vous savez, j'ai fait une tournée de conférences dans tout le Royaume-Uni au début de l'année, et l'une des personnes avec qui je partageais la scène était un officier du MI6 à la retraite. Nous parlions souvent précisément de cette question. Il disait, nous n'avons jamais eu de problème à être le petit frère de la CIA, sauf quand la CIA sort et commence à tuer des gens. Là, nous ne sommes pas d'accord, et nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Sinon,
Tout ce que nous faisons est coordonné avec la CIA. En réalité, je pense le contraire. Eh bien, il ne voulait pas parler de l'Inde ou de l'Afrique, donc je dois être d'accord avec vous. Je pense moi aussi le contraire. Mais John, le cas de l'Ukraine est très important pour le gouvernement britannique pour de nombreuses raisons, car l'ascension de Zelensky est le produit de la politique britannique. Oui, les Britanniques, c'est eux qui ont produit Zelensky. Vous savez, nous avons littéralement un gouvernement d'extrême droite en Ukraine. Kiev, oui, ils sont pour la plupart, vous savez, même sur CNN, on a vu ça, les signes Heil Hitler et tout le reste. C'est incroyable. Et puis on met un juif à la tête de ces gens. Oui, ce genre de plan ne peut venir que des Britanniques. Et chaque fois que Zelensky vient aux États-Unis, à Washington, après avoir parlé avec Donald Trump, il sera au Royaume-Uni. toujours. La même chose s'est produite il y a seulement 2 jours. Oui. Quel est le levier? Que cherche-t-il à faire? En quoi cela diffère-t-il de ce que les États-Unis veulent faire avec l'Ukraine et l'Europe? Eh bien, la politique britannique se résume vraiment à ce que Boris Johnson disait qu'elle était il y a 3 ou 4 ans. Exactement. C'est Boris Johnson qui a veillé à ce qu'il n'y ait aucun changement de politique. Et les Britanniques allaient entraîner les Américains, qu'ils le veuillent ou non, de gré ou de force, pour s'assurer que cette guerre ne se termine pas. Oui, l'idée, c'est de maintenir les Russes dans le combat. Vous savez, cette vieille blague selon laquelle nous allons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien, eh bien, on la raconte parce qu'elle est vraie. L'idée, c'est de faire aux Russes ce que les Russes nous ont fait au Vietnam, ou ce que nous avons fait aux Russes en Afghanistan, n'est-ce pas? Se battre jusqu'au dernier Russe. S'ils doivent faire venir des troupes de Corée du Nord ou de Chine, les tuer aussi. Mais l'idée, c'est simplement d'épuiser les Russes, de ruiner la Russie. Et cela ne fonctionne pas vraiment. Eh bien, bien sûr, Zelensky et quiconque est Premier ministre britannique à un moment donné, et Dieu sait qu'ils en ont eu beaucoup, veulent s'assurer qu'il n'y ait aucun changement dans la politique que Boris Johnson a mise en place il y a des années. Je pense que le cas de l'Ukraine, disons-le ainsi, les 2 projets, le projet ukrainien et le projet israélien, sont tous 2 des produits de l'Empire britannique. Oui, sans aucun doute. Puis-je ajouter quelque chose? Puis-je ajouter quelque chose de très actuel? Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, de la Russie, d'Israël, de la Palestine. Hier encore, j'avais une conversation à propos de l'escarmouche frontalière qui a fait jusqu'à 200 morts entre le Pakistan et l'Afghanistan. La ligne Durand a été tracée par les Britanniques. Ce sont les Britanniques qui ont créé cette frontière. Cette frontière n'est reconnue par aucune des tribus. Vous savez, regardez les Pashtuns. Ils ont des membres de leur famille d'un côté de la frontière et d'autres de l'autre côté. Et les Britanniques ont simplement tracé une ligne entre eux. Qu'est-ce qui donnait aux Britanniques le droit, aujourd'hui, il y a 100 ans ou 200 ans, de décider où les frontières devaient se situer? Et nous voilà, plus d'1 siècle plus tard, confrontés encore à des problèmes graves, meurtriers, à cause de cette arrogance impérialiste britannique. Penses-tu que les Britanniques font à l'Empire américain ce qu'ils se sont autrefois fait à eux-mêmes? Oh oui, je le pense vraiment. Les Britanniques nous poussent à agir. Ils veulent que nous soyons les policiers du monde, et ils ne se soucient pas vraiment si cela affaiblit les États-Unis à long terme. Ils ont volontairement renoncé à leur empire après la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils étaient en faillite. Et c'est précisément à ce moment-là que les États-Unis étaient en pleine ascension
et que nous construisions notre nouvel empire. Donc, vous savez, ils sont maintenant le petit frère des États-Unis. Ils préfèrent simplement suivre le mouvement. Oui, John. Si nous nous concentrons un peu sur l'Ukraine, penses-tu que dans le cas de Zelensky, puisque l'un des principaux arguments avancés jusqu'à présent par les Russes est que Zelensky ne peut pas être au pouvoir parce qu'il n'est pas le président légitime de l'Ukraine, si nous allons au-delà de cela, peu importe qui dirigera l'Ukraine, si l'on remplace Zelensky par Zaluzhny, l'ancien commandant de l'armée ukrainienne, qui est maintenant l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, il est déjà en place s'il décide d'effectuer ce changement. Exactement. Même histoire. Eh bien, vous savez, Poutine a raison de dire que selon la constitution ukrainienne, il n'est en réalité pas légitime, ce n'est pas légal, que Zelensky soit encore à ce poste. Zelensky, bien sûr, a suspendu les élections parce que le pays est en temps de guerre, mais la constitution ukrainienne est claire. On ne peut pas simplement les suspendre indéfiniment. Je suis d'accord avec vous. Zaluzhny, est-ce la personne qui serait probablement installée ou élue pour remplacer Zelensky? Les Britanniques en seraient ravis. Les Américains le seraient probablement aussi. Mais je pense qu'ils ne veulent pas accorder aux Russes même cette petite victoire consistant à évincer Zelensky. Et c'est pourquoi ils ne réclament pas de nouvelles élections. Permettez-moi de dire que je suis impressionné par les capacités de la communauté du renseignement en Occident, par la façon dont elle se prépare. Vous savez, en regardant Zaluzhny, la manière dont il était, vous savez, le commandant, et maintenant il porte ce magnifique costume. Et vous savez, il ressemble à un acteur. Les nouvelles photos qui sortent, c'est la même chose qui s'est produite avec Al-Jolani en Syrie. Oui. Tu sais, ils ont littéralement transformé un type, un boucher, en président. Membre d'Al-Qaïda, cofondateur de l'État islamique. Et puis nous décidons, non, c'est avec ce type que nous allons travailler. Vous savez, je l'ai dit, et peut-être que c'est controversé, mais je l'ai dit depuis le début, on ne change pas de camp comme ça du jour au lendemain. Il devait être une source de longue date pour la CIA, pour que les États-Unis disent soudainement, nous allons miser sur ce type de l'État islamique, parce que c'est celui avec qui nous pouvons travailler. C'est le modéré. Et puis, comme par magie, les États-Unis lèvent les sanctions contre la Syrie, où les gens dansaient littéralement dans les rues. Et ensuite, nous avons dit, eh bien, il faut protéger les minorités religieuses, n'est-ce pas? Les chrétiens, les druzes et les juifs, il reste encore une poignée de juifs à Damas, peu importe. Et ils ont répondu, oui, nous allons protéger les minorités religieuses. Et puis ils se sont mis à tuer tout le monde. Et nous disons, eh bien, c'est regrettable, mais il faut voir le tableau d'ensemble. Et c'est notre homme. Donald Trump. Il semble que l'administration Trump ait eu quelques divergences avec celle de Netanyahou à propos du soi-disant plan de paix. C'est une pause. Il n'y a aucun signe d'un plan de paix. Mais nous avons vu le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, puis Rubio, se rendre en Israël. Donald Trump lui-même a déclaré que l'annexion de la Cisjordanie n'aurait pas lieu sous son administration. Mais Netanyahou, s'exprimant en hébreu dans les médias israéliens, a dit « Ils disent toujours ça. Ne t'en fais pas, c'est pas important, car nous sommes une nation indépendante. » À votre avis, Israël est-il une nation indépendante? Is Israel an independent nation, in your opinion? Oh yeah. I think Israel controls the United States. Oh oui, je pense qu'Israël contrôle les États-Unis, et non l'inverse. Vous savez, la Knesset en commission a voté cette semaine à 25 contre 24 pour annexer la Cisjordanie. Historiquement, c'est une position inacceptable pour les États-Unis depuis 1967. Mais
Les Israéliens exercent un contrôle incroyable sur la politique étrangère américaine. Et les démocrates sont encore plus pro-israéliens que les républicains. Je ne serais pas surpris si ce que Netanyahou a dit était vrai. Ah, les Américains, ils disent toujours ça. Ils vont finir par rentrer dans le rang. Je parie qu'ils rentrent dans le rang. Quelle a été la réaction quand les Israéliens ont annexé le plateau du Golan? Personne n'a dit un mot. Pas un seul mot. Je veux dire, les Israéliens ont en pratique annexé la Cisjordanie. Ils ont vidé un village chrétien il y a 2 ou 3 semaines pour faire de la place à de nouveaux colons venus du New Jersey, de New York, de Toronto. Venez, choisissez la maison que vous voulez, elle est à vous maintenant. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Comment les États-Unis sont-ils censés être un médiateur impartial? Nous ne pouvons pas l'être quand notre politique étrangère est contrôlée par Israël. Donald Trump, dans son discours à la Knesset, a déclaré qu'il n'avait aucune idée du transfert de l'ambassade à Jérusalem. Voyons donc. Oui. Oui. Sheldon Adelson a payé pour cela, et ils ont installé une grande plaque en bronze à l'ambassade, remerciant Donald Trump et Sheldon Adelson pour l'avoir déplacé de Tel Aviv à Jérusalem. Vous savez, cette loi a été adoptée par le Congrès sous l'administration Clinton, mais elle comportait une disposition permettant au président de suspendre le transfert jusqu'à la conclusion d'un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et Donald Trump a simplement dit « Ah, tant pis, on va la déplacer ». Et il l'a fait. Donc nous n'avons vraiment plus aucun levier à exercer sur les Israéliens pour leur dire « Écoutez, si vous voulez qu'on déplace l'ambassade, d'accord, on le fera, mais vous devez faire la paix avec les Palestiniens. » Maintenant, ils disent simplement « Ah, allez vous faire voir, on fait ce qu'on veut. » John, tu as mentionné que les services de renseignement britanniques sont comme un petit frère de la CIA. Mais qu'en est-il du Mossad? Le Mossad fait tout ce qu'il veut, où il veut. La loi ne signifie rien. Le droit international ne signifie rien pour le Mossad. S'ils veulent mener une opération, ils la mènent. S'ils veulent te tuer, ils te tueront. S'ils veulent te tuer et que tu te trouves dans un immeuble, ils feront sauter tout le pâté de maison et tueront tout le monde dans le quartier s'il le faut pour être sûrs de t'avoir. Ils sont totalement, complètement, absolument indépendants. Tu sais ce qui me paraît si étrange, John? Je parle avec le colonel Jacques Beau. Il faisait partie de l'opération de l'OTAN, le chef de l'OTAN en Afrique. Je parle avec des colonels américains, tu sais, et ils disent toujours qu'il n'y a pas d'affection pour Israël dans l'armée. Zéro. Comment peuvent-ils avoir une telle influence sur l'armée si, tu sais, on parle du noyau principal de l'armée? Ils ne sont pas d'accord avec Israël, mais d'une manière ou d'une autre, ils font toujours ce qu'Israël veut qu'ils fassent. Oui, oui, cela vient du Capitole. Les Israéliens ont été très intelligents dans la manière dont ils ont investi dans les élections américaines depuis les années 1950, mais surtout à partir de l'administration Nixon, vers 1969. Ils ont compris l'importance de l'argent dans les campagnes politiques américaines. Donc si vous envisagez même de voter contre quelque chose que les Israéliens veulent au Congrès, ils vous opposeront un candidat lors des primaires et dépenseront des millions de dollars pour vous battre et installer à votre place une personne pro-israélienne. Ils ont connu un succès considérable. Je veux dire, il s'agit d'un groupe ethnique qui représente environ 2%, moins de 2% de la population américaine. Mais regardez le pouvoir et l'influence qu'ils ont. Et c'est grâce à l'AIPAC
et au fait qu'ils comprennent si bien le processus politique américain, mieux que quiconque. Tu as mentionné Nixon, mais qu'en est-il de Carter? Je ne vois pas Carter être tellement en accord avec Israël. Non, non, et George W. Bush. Quand je servais à Bahreïn, je crois que je t'en ai déjà parlé, entre 1994 et 1986, Son Altesse l'Émir, le cheikh Youssouf Ben Salman Al-Khalifa, avait l'habitude d'inviter les diplomates et leurs familles dans sa maison de plage chaque week-end. Il voulait que nous nous sentions suffisamment à l'aise pour porter des maillots de bain et que ta femme puisse mettre un bikini sans que personne ne la dévisage, n'est-ce pas? Alors, nous emmenions notre fils, je n'avais qu'un enfant à l'époque, à la plage le week-end. L'émir appréciait beaucoup ma femme, alors il l'invitait à prendre le thé. Puis une demi-heure plus tard, un domestique venait me chercher. J'allais m'asseoir avec lui, et nous avions une règle à l'ambassade. Tout ce que l'émir disait à la plage était confidentiel et ne devait pas être rapporté au département d'État. Il parlait de ces choses tout le temps. Il disait par exemple que Carter était bon pour les Arabes. Mais le dernier président à avoir donné une chance équitable aux Arabes était George H.W. Bush. Quand George H.W. Bush a dit aux Israéliens d'arrêter de construire des colonies et que les Israéliens lui ont tenu tête, il a suspendu les garanties de prêt jusqu'à ce qu'ils cessent effectivement de les construire. Une fois que les électeurs américains l'ont chassé du pouvoir et ont élu Bill Clinton, tout a recommencé et ils ont repris la construction des colonies. Donc, Eisenhower, Carter et George W. Bush étaient vraiment les trois seuls présidents. Et Kennedy sur la question nucléaire. Les quatre seuls présidents, disons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à avoir réellement donné une chance équitable aux Arabes. Tous les autres sont simplement dans la poche des Israéliens sur le plan politique. Penses-tu que l'administration Trump est une quelconque colonne vertébrale pour contrer cela? Ou ne vois-tu pas grand-chose de ce que Carter ou George H.W. Bush avaient? Pourquoi cela? Où est cette colonne vertébrale dans la présidence américaine? Pour moi, il y a cette question innée d'équité. Je regarde les mêmes informations que le président regarde, ce que tous les présidents regardent, et je vois ce que les Israéliens font aux Palestiniens. Les droits humains ne signifient rien pour les Israéliens, et ils vous diront librement qu'ils ne se soucient pas des droits humains. Moi, oui, et certains présidents aussi. Mais dans l'ensemble, ce sont des millions et des millions de dollars qui alimentent les caisses de campagne. Avec des gens comme Sheldon Adelson murmurant à l'oreille de celui qui se trouve être président. Vous devez vraiment faire les choses comme nous voulons que vous les fassiez. Vous devez vraiment soutenir les Israéliens. Vous savez, la première fois que je suis allé en Israël, j'y suis allé 2 fois en 2022, je n'y étais jamais allé auparavant. Partout dans la vieille ville de Jérusalem, on voit ces affiches collées sur les murs des bâtiments. Elles disent « Amérique, nous sommes avec toi ». Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Avec nous dans quoi? Comment? Nous ne voulons pas que vous soyez avec nous. Nous voulons une politique étrangère indépendante. » Mais c'est comme s'ils essayaient de nous convaincre. Souvenez-vous, nous sommes vos seuls vrais amis au Moyen-Orient, même si ce n'est pas vrai. C'est comme s'ils se faisaient de la propagande à eux-mêmes pour mieux nous en faire. Je n'ai vraiment pas du tout aimé ça. Amérique, nous sommes avec toi, et il y a un point dessus. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Le chef du renseignement iranien a déclaré il y a
3 jours que plus de 50 agences de renseignement avaient aidé Israël pendant les 12 jours de guerre, et même avant cela, à attaquer l'Iran. Je me souviens que la dernière fois que nous avons parlé, vous aviez dit que l'Iran avait échoué en matière de contre-espionnage. Mais lorsqu'on fait face à un réseau de renseignement aussi vaste, chaque pays de la région, en dehors de la région, en Europe, en Amérique, tout le monde est contre vous. Quelle est la solution pour ces pays? J'ai parlé avec Paul Craig Roberts, et l'une des solutions qu'il propose est que la Russie, l'Iran et la Chine, et même l'Inde, devraient s'unir. Je pense cependant que la situation de l'Inde est quelque peu différente, en raison du Pakistan, de la situation au Bangladesh et de la soi-disant révolution froide qui s'y déroule. Pensez-vous qu'au final, le comportement des États-Unis finira par rapprocher ces pays? Oui, c'est le cas. Tout d'abord, je pense que le chef du renseignement iranien a raison. Il y avait probablement une cinquantaine de pays aux côtés des Israéliens. Mais du côté iranien, les Russes sont bons, les Chinois sont bons, les Indiens sont bons. Ils auraient dû coopérer, par exemple, avec les Irakiens. Le problème, c'est qu'à l'exception des Russes et des Chinois, ces pays ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que l'Occident peut offrir, surtout sur le plan technologique. Cela dit, je maintiens ma position initiale. Les Iraniens ont un problème de contre-espionnage. Je ne pense pas que quiconque ait réalisé à quel point ils avaient été profondément infiltrés, notamment par le recrutement israélien de réfugiés afghans. Bravo aux Israéliens. Je n'y aurais jamais pensé, car on pourrait se dire, quel accès ces réfugiés potentiels sans papier peuvent-ils bien avoir? Il s'est avéré qu'ils avaient beaucoup d'accès, notamment un accès géographique lié aux dirigeants militaires iraniens. Je pense donc que les Iraniens doivent redoubler d'efforts en contre-espionnage et probablement renforcer leurs relations de liaison avec les pays qui leur sont favorables, en particulier les Russes, les Chinois et les Indiens. Ce n'est qu'à ce moment-là, je pense, qu'ils pourront se protéger, ou du moins mieux se protéger, contre les Israéliens. Chaque fois qu'on entend qu'il ne se passe rien au Moyen-Orient, pas de guerre, tout avance dans la bonne direction, j'ai vraiment le sentiment, tu sais, que quelque chose d'important pourrait se produire. Toujours. Toujours. Vous savez, je le dis tout le temps, si vous avez accès à Netflix, peu importe où vous êtes dans le monde, vous devez regarder cette série appelée Fauda. C'est une série israélienne, mais une production conjointe israélo-palestinienne. Et elle vous fera à la fois aimer et détester les deux camps. C'est si bien écrit, si captivant. Cela vous offre vraiment une fenêtre sur la façon de penser des deux côtés du conflit. John, en Israël, nous avons 2 agences, le Mossad et le Shin Bet. Oui, et la communication entre les deux. Et dans quelle mesure, tu sais, le Mossad influence la politique étrangère d'Israël et dans quelle mesure le Shin Bet l'influence? Comment vois-tu la communication entre ces 2 agences et le gouvernement en Israël? Oui, tout est très lié. Vous savez, ici aux États-Unis, il y a un mur entre la CIA et le FBI. Le FBI s'occupe uniquement du territoire national, la CIA uniquement de l'étranger. Ce n'est pas aussi clair en Israël. Bien sûr, le Mossad se concentre sur le renseignement extérieur et le Shin Bet sur le renseignement intérieur, mais tout se recoupe en Israël. Le Mossad et le Shin Bet travaillent donc très étroitement ensemble. Le tout premier exposé que j'ai jamais donné à la CIA, c'était en mars ou avril 1990, je crois, était un exposé conjoint pour le Mossad et le Shin Bet. J'ai vécu à l'étranger pendant des années et je ne pouvais même pas imaginer aller faire un exposé à un service de renseignement avec le FBI. Je ne peux même pas imaginer faire quelque chose de ce genre. En fait, le Mossad et le Shin Bet le font tout le temps.
In fact, Mossad and Shin Bet do it all the time. What would be the policy if they decide? Quelle serait la politique s'ils décidaient, comme nous l'avons mentionné, qu'un événement majeur pourrait se produire, mais que s'ils décidaient d'attaquer à nouveau l'Iran, comment ces agences de renseignement pourraient-elles convaincre l'opinion publique, ou plutôt les décideurs en Israël, que cette décision pourrait aider Israël à long terme? Selon vous, dans quelle mesure ce type de décision émane-t-il du Mossad et du Shin Bet? Decision is coming from Mossad and Shin Bet, in your opinion? In my opinion, a lot of it is coming from Mossad. À mon avis, une grande partie de cela vient du Mossad. Parce que souvenez-vous, les Israéliens ne cessent de parler de cette menace existentielle. Ils utilisent le mot existentiel tout le temps. Peut-être que l'Iran n'est pas une menace aujourd'hui, et peut-être qu'il ne le sera pas demain. Mais dans un an, 5, 10, 50 ans, ce sera une catastrophe, car tôt ou tard, l'Iran obtiendra des armes nucléaires, et il les lancera sur Israël, et ce sera la fin du monde. N'est-ce pas? C'est la position israélienne. Ce que fait le Mossad, et il le fait avec beaucoup de succès, c'est convaincre les décideurs israéliens que c'est toujours le cas. Et les décideurs, à leur tour, convainquent le public israélien que c'est toujours le cas. Toi et moi savons bien que l'Iran ne représente aucune menace pour Israël, n'est-ce pas? Nous le savons tous les deux. Mais les Israéliens s'en moquent, car leur perception de la menace est qu'elle est existentielle. Their view of the threat is that it's existential. It could be 50 years from now. So best to take Cela pourrait être dans 50 ans. Alors, ils pensent qu'il vaut mieux s'en occuper dès aujourd'hui, en tuant tous les scientifiques nucléaires iraniens, en éliminant toute la direction militaire iranienne, en renversant l'ayatollah Khamenei, quoi qu'il faille faire. Tu te souviens, juste avant le début de la guerre de 12 jours, Netanyahou a prononcé ce discours ridicule, d'une absurdité embarrassante, adressé au peuple iranien, disant « Nous sommes avec vous, peuple iranien, et nous voulons vous aider. Et dès que nous aurons renversé votre gouvernement, nous enverrons 25 experts en gestion de l'eau, et nous ferons fleurir les déserts d'Iran, car nous sommes avec vous. » Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne connais pas un seul Iranien qui ait pris cela au sérieux. J'étais gêné pour les Israéliens. C'était tellement absurde et ridicule. Mais tout cela fait partie de la même politique. Tout cela fait partie de la propagande. Chaque fois qu'il parle, il a une carafe d'eau. App, faut faire avec l'eau. Personne Oh my God. Oh mon Dieu. John, juste pour conclure cette session, la dernière fois, tu as dit qu'il y avait une possibilité de guerre entre l'Iran et Israël. Avec la situation actuelle, nous savons que l'administration des États-Unis, il me semble que le cerveau, comme Kushner lui-même l'a dit, du nouveau plan à Gaza consiste à diviser Gaza en deux zones, l'une sous le contrôle des États-Unis, avec Kushner, et l'autre partie sous Steve Whitcomb. Est-ce que cela va aider la situation? Is that going to help the situation? No, not at all. Just Non, pas du tout. Tout comme un cessez-le-feu n'aide pas. Un cessez-le-feu n'est pas un accord de paix. Et les Israéliens, nous savons ce que les Israéliens font avec les cessez-le-feu, car ils font la même chose à chaque fois. Ils attendent quelques jours, puis accusent les Palestiniens d'avoir violé le cessez-le-feu, et ensuite ils tuent encore une centaine de personnes. Et la guerre recommence. C'est toujours exactement le même scénario que suivent les Israéliens. Donc non, je ne vois pas Tony Blair apporter la paix et la prospérité à Gaza. Pas plus que Steve Witkoff et Jared Kushner n'apporteront la paix et la prospérité à Gaza non plus. Personne ne le fera, tant qu'il n'y aura pas une Palestine indépendante. Until there is an independent Palestine. That's the only solution here. C'est la seule solution ici. Il faut qu'il y ait une Palestine indépendante. C'est tout. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je crois que je l'ai mentionné la dernière fois que nous avons parlé, peut-être celle d'avant. Mais Dennis Ross, l'ancien envoyé spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, m'a dit un jour, vers l'an 2000, je crois, je l'ai rencontré au département d'État, et il m'a dit,
Il n'y a pas de nouvelles idées. Toutes les idées ont déjà été envisagées et aucune n'a fonctionné. Il n'y a pas de nouvelles idées. Ce que nous devons faire, c'est simplement amener les Palestiniens et les Israéliens à s'entendre sur une idée qu'ils n'aiment pas vraiment, mais qui est la moins offensante parmi celles qui ont été proposées. Et ce que cela devra être. Vous savez, on parle de la solution à un État, de la solution à 2 États, et pourquoi pas une solution à 3 États, n'est-ce pas? Les Palestiniens de Cisjordanie comme entité indépendante, et les Palestiniens de Gaza, eh bien vous savez, c'est une culture complètement différente, une société différente. Ce sont des familles différentes à Gaza. Peut-être avons-nous besoin de 2 Palestines, parce que Dieu sait que si les Israéliens absorbent les 2, ils ne leur accorderont pas les mêmes libertés que celles dont jouissent les citoyens israéliens. Nous allons donc devoir imposer un accord que personne n'aime, mais qui soit le moins offensant pour les 2 parties. Oui, parce que ce serait, John, extrêmement problématique. La Cisjordanie, il parle déjà d'annexion là-bas. Il suffit de regarder la Cisjordanie. Cela finirait par ressembler à la Bosnie, où l'on voit ces petits cercles sur la carte, de minuscules points éparpillés partout, et ce sont par exemple des enclaves serbes. À ce stade, ça devrait ressembler à cela en Cisjordanie. Et si j'étais israélien, je ne voudrais pas m'approcher de Gaza. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Un grand plaisir comme toujours. C'est toujours agréable de vous voir. Merci. Merci.